Welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Il est 18h15, bienvenue pour ce 15e épisode d'Azurément Sport. Au programme ce soir, en football, l'OGC égalise à domicile face à Brest. Pour Monaco, victoire face à Rennes. En rugby, le RCT a plié face à la section paloise, défaite en top 14. De son côté, le Nissa Rugby continue de gagner. Rencontre avec Lina Chaban après footballeuse professionnelle à l'OGC Nice féminine. En basketball, défaite et dette pour la Roca Team. En volleyball, le Nice Volley s'impose 3-0 face à Poitiers. Mais avant ça, on refait le week-end avec vous, Louis Marmion. En National 2, l'AS Cannes manque la victoire. 3 partout face à hier, ce n'est pas une bonne affaire pour les Cannois. Ils ratent l'occasion de revenir à 1 point du deuxième et perdent la 3e place au profit d'Istres. Bref, il faudra à tout prix se ressaisir vendredi pour le match retour chez les Varois. En handball féminin, les Niçoises se sont inclinées face à Saint-Amand. Menées tout le long de la rencontre, les Azuréennes n'ont pas su reprendre l'avantage. Défaite 23-32. Prochain match crucial demain soir face à Dijon pour le compte de la 5e place. 3e victoire consécutive pour les Sharks d'Antibes. Les Antibois se déplaçaient à Châlons, lanterne rouge du championnat. En prenant le large dans les 2 premiers quart-temps, les Sharks ont pu alourdir le score dans le 3e quart. Score final 67-91. Prochain match vendredi avec la réception d'Aix-Maurienne. En hockey sur glace, les Aigles de Nice se sont inclinés face aux Dragons de Rouen. Défaite 3-2 après les prolongations. Prochaine rencontre vendredi soir face aux Diables Rouges de Briançon, un concurrent direct à la course au play-off. Nice 6e est à seulement 1 point devant Briançon 7e. Rendez-vous donc à 20h à la patinoire Jean Bouin. Direction la pelouse avec l'actualité football. Oh, le but sublime de Marnès à Cliouche, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azurément Gol. L'OGC Nice retombe dans ses travers après sa défaite 1-0 en milieu de semaine en Europa League. Les Aiglons ont buté sur Brest ce week-end en concédant le match nul de partout sur sa pelouse. Daniel Kotchanov. Les hommes de Claude Puel ont très mal démarré la rencontre. À la 12e minute, Dante fait main dans sa surface. Penalty, Romain Del Castillo s'en charge et marque dans le petit filet droit. 1-0 pour le Stade brestois à la 15e minute. Nice n'y arrive pas et encaisse un 2e but seulement 8 minutes plus tard. Rémi Labolascari centre dans la surface niçoise, Ajorc laisse passer, Kamori Doumbia surgit et ne se pose pas de questions pour propulser le ballon dans la cage de Maxime Dupé, 2-0. C'est un cauchemar pour les supporters niçois qui espéraient revoir une victoire à l'Alliance en Ligue 1. La dernière remonte à 3 mois, c'était le 29 octobre 2025, victoire 2-0 face à Lille. Alors peut-on espérer voir les Aiglons voler vers la victoire, Daniel ? Eh bien, au retour des vestiaires, la tendance va s'inverser. Nice reprend du galon et réduit l'écart dès la 63e minute. Ali Abdi de la tête reprend un coup franc tiré par Jonathan Klaus, 2-1. Un sursaut d'orgueil confirmé par une égalisation à la 71e minute. Lancé en profondeur sur une déviation de Kevin Carlos, Eli Wahi se présente face au gardien brestois et allume la cage d'une frappe croisée qui se niche dans le petit filet gauche. L'attaquant français arrivé cet hiver en provenance de Francfort inscrit son 3e but en 4 matchs sous ses nouvelles couleurs. Les 20 dernières minutes n'ont pas suffi aux Azuréens pour renverser complètement le match. Les 2 équipes se séparent sur le score de 2 buts partout, en gagnant une mi-temps chacune. Nice fait du surplace en Ligue 1 en pointant à une grossière 13e place. Prochaine rencontre demain contre Montpellier en 8e de finale de Coupe de France et suivra le derby de la Côte d'Azur contre Monaco. C'est dimanche à 15h. En parlant des Monégasques, ça va un petit peu mieux pour l'AS Monaco. Le club du Rocher s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions mercredi en ayant concédé le match nul contre la Juventus de Turin et enchaîne par un carton à domicile face à Rennes. Victoire 4-0 pour les hommes de Pocognoli, Daniel. On a enfin assisté à une titularisation d'Ansu Fati en Ligue 1. La dernière fois, c'était le 22 novembre 2025. Et c'était justement contre Rennes lors d'une défaite 4-1. Cette fois-ci, ce sont les Monégasques qui ont mis une valise aux Rennais. Et c'est Fati qui commence à la remplir dès la 33e minute. L'international espagnol est parfaitement servi par Balogun dans la profondeur et croise son tir à ras de terre dans le petit filet gauche. Brice Samba ne peut rien faire et juste constater que son équipe n'est pas au niveau. Et ce sentiment d'impuissance va persister côté rennais. Monaco va dérouler et déballer son football en seconde période, Daniel. À peine entré en jeu à la mi-temps, c'est le petit prince de Monaco, Marnès Akliouche, qui double la mise dès la 50e minute. Le joyau est au départ et à la conclusion d'un beau mouvement collectif. Ce n'est évidemment pas fini puisque le milieu de terrain Mamadou Koulibaly en est allé de son but aussi. Le jeune monégasque de 21 ans profite du bon travail en pivot de Mika Biret qui le lance aux profondeurs. Celui qui s'est projeté se présente seul face à Brice Samba et le trompe d'un plat du pied placé entre les jambes de l'international français. Ça fait 3-0 à l'heure de jeu
Et le calvaire n'est pas fini pour les hommes d'Habib Bey. Stanis Idumbo vient sceller le sort de la rencontre pour une victoire 4-0 de Monaco. L'addition est salée pour Rennes 6e qui voit son adversaire du jour revenir à 4 points au classement. Monaco devra continuer sur cette dynamique face à Nice qui l'étalonne de 5 points. On le rappelle, ce sera dimanche. Rendez-vous à l'Alliance à 15h. Passe au rugby désormais. Une semaine après la défaite à Massy qui avait mis fin à une série de 4 victoires bonifiées, le Nissa Rugby recevait Niort samedi au stade Marcel Volo. Si les Aigles se sont imposés 24-17 et non sans mal, c'est surtout l'après-match qui a fait parler. La salle de conférence de presse a été retrouvée saccagée quelques heures après la fin de la rencontre. Un épisode qui vient ajouter de la tension entre les deux clubs. Joseph Jaricot. Des chaises complètement cassées, un écran endommagé et un extincteur décroché. Voilà ce que le personnel du Nissa Rugby a retrouvé dans la soirée de samedi après la victoire niçoise. Un événement que s'est empressé de partager le président Jean-Baptiste Aldiger sur ses réseaux sociaux. Lui, qui était présent une dizaine de minutes auparavant dans cette même salle pour répondre aux sollicitations de la presse. Contacté, il accuse les joueurs et entraîneurs niortais d'avoir causé ces dégâts, ce que le président Decévrien réfute. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements, un événement qui vient s'ajouter aux différents déjà existants. Au match aller, lors de la victoire du Nissa Rugby 20-16, le ton était monté entre les deux camps. Les Azuréens reprochaient aux Niortais une réception insatisfaisante. Depuis, les deux équipes s'étaient provoquées à distance avant le match de ce week-end. Et avant ça, les Aigles avaient fait le boulot face aux promus. Très belle équipe de Niort, comme au match aller. Ce soir, le match débloque sur la seule touche qu'ils ont perdue, là, c'est une mètre de grand but qui nous a fait marquer. Autant j'ai pas beaucoup de respect pour leurs entraîneurs, que je tiens vraiment pas dans mon cœur. Autant dans cette équipe, il y a des sacrés joueurs, il y a un sacré bloc équipe. Donc même si les entraîneurs sont pas des très bons mecs, ils doivent quand même y être pour quelque chose et faire un bon boulot. Si Jean-Baptiste Aldiger ne tarit pas d'éloges sur ses adversaires, c'est parce que son équipe a eu toutes les peines du monde à s'en défaire. En première période, les hommes de Gareth Baber étaient bien gênés par des Niortais agressifs et en place. Le Nissa Rugby faisait malgré tout la différence grâce à leur puissance. Après 3 points inscrits par Jean-Pascal Barak, buteur en l'absence d'Owen Williams blessé, c'est le pilier droit Farai Moudariki qui s'effondrait dans le but. 10-0 pour Nice à la demi-heure de jeu, avant une petite réaction des visiteurs juste avant la mi-temps. Et la deuxième période fut plus enjouée, mais pas de quoi se réjouir non plus pour les Azuréens. Pourtant, tout avait bien recommencé pour les locaux et pour Farai Moudariki. Le pilier inscrivait son deuxième essai de la partie en force quelques minutes après le retour des vestiaires, 17-3 à la 48e minute. Mais Niort réagissait. L'ailier niçois Inoki Nalaga a écopé d'un carton jaune à l'heure de jeu pour une faute proche des lignes. Infériorité numérique directement sanctionnée d'un essai pour Massine pour les visiteurs. Une minute après, 17-10. Malmené, Nice s'en remettait à Henry Purdy pour faire la différence. Sur un bon mouvement, l'ailier marquait le 3e essai des Aigles à la 68e et permettait aux locaux de prendre le large, 24-10. Écart ramené à 24-17 après une dernière réalisation de Paul Marsan à la toute fin du match pour les Niortais, ce qui permet aux Decévriens de ramener un bonus défensif. Pour les Niçois, cette victoire les laisse seuls en tête avec un point d'avance sur Albi. Donc c'est qu'un tout petit point, on va dire que comptablement c'est rien. Mais pourquoi pour nous ça veut dire beaucoup, parce qu'en fait c'est un objectif réalisé. Ça fait 2 mois après avoir perdu à la maison qu'on s'était dit fin janvier il faut qu'on ait retrouvé notre première place. Donc on n'est pas champion du monde, mais au moins on a accompli un de nos objectifs, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais avant la finale et un potentiel déplacement à Bourg-en-Bresse, il faudra assurer et se qualifier. Prochain match des Azuréens à Chambéry, 5e dans 2 semaines. La 3e mi-temps a elle aussi dû être animée pour Toulon dimanche soir. En déplacement chez la section paloise, 2e du championnat, le RCT a complètement manqué sa 2e période et s'incline 32-12. Au classement, les Rouges et Noirs redescendent à la 6e place, 2 points devant Castres et laissent Pau prendre 8 longueurs d'avance, Joseph. Les déplacements se suivent et se ressemblent pour le RCT. Cette année, les Varois ne se sont imposés qu'à Gloucester en Champions Cup le 17 janvier et à Montpellier en Top 14. Pour cette victoire, il faut remonter au 6 septembre et la première journée de championnat. Depuis, cette défaite, parfois significative, 66-0 à La Rochelle, 46-7 à Bordeaux-Bègles ou encore 51-24 au Stade français Paris. Les valises sont souvent pleines au retour. 2 points. Hormis la victoire au MHR, il n'y en a eu qu'un bonus défensif à Bayonne lors de la 3e journée.
Si certaines fois les défaites pouvaient s'expliquer par un remaniement d'effectifs important, hier la composition était plus que satisfaisante. Danny Priso, Kyle Sinclair en première ligne, David Ribans en capitaine ou encore les stars Zach Mercer, Thomas Albornoz, Gabin Villiers et Melvin Jaminet. Il y avait de la qualité et cela s'est vu en première période face à une section privée de plusieurs joueurs et plusieurs internationaux en équipe de France. Dès la 5e minute, Gabin Villiers, non retenu avec le 15 de France pour le tournoi des 6 nations, ouvrait le score pour le RCT, 5-0. Début de match parfait. La suite de la mi-temps fut appliquée. La défense toulonnaise contrecarrait bien les offensives paloises qui passaient malgré tout devant grâce à 2 coups de pied de Desperes, dont un sur la sirène. 6-5 à la pause, Toulon pouvait espérer réussir un gros coup. Mais patatras, une deuxième période catastrophique et 0 point au final, Joseph. La faute à une indiscipline coupable et un 21-0 encaissé en 20 minutes. 5 fautes en 15 minutes, soit quasi autant que sur toute la première période. Certaines assez grossières à l'image de Twikouvou qui charge en l'air Grand Didier sur un ballon aérien. Derrière, la section va jouer dans les 22 mètres et inscrit son premier essai par son talonneur Julian Montoya après une grosse domination du pack sur ballon porté. 13-5 à la 50e, puis 25 7 minutes plus tard, sur un copier-coller du premier essai de la section, doublé pour Julian Montoya et 15 points de retard pour le RCT, avant un troisième essai encaissé sur une boulette de Twikouvou qui loupe le ballon, trompé par le rebond devant son en-but. Essai d'Emeric Luc, 27-5. À 10 minutes de la fin, l'essai d'Albornoz ne changera rien. Toulon s'incline 32-12 après avoir craqué une dernière fois sur un essai de Yuri Dolomel, encore sur ballon porté, avant la sirène. Et cette semaine, pas de match pour les Toulonnais puisque ce sera le début du tournoi Destination. La compétition débutera par un France-Irlande jeudi soir, match où Jean-Baptiste Gros, pilier gauche, et Charles Olivon, deuxième ligne, joueront en tant que titulaires. Baptiste Serin prendra, lui, place sur le banc de touche. Coup d'envoi, 21h10. Il est temps d'accueillir notre invité du soir. Nous sommes allés à la rencontre de Lina Chaban, footballeuse professionnelle à l'OGC Nice féminine. Bonsoir Lina Chaban, merci d'être avec nous pour ce 15e épisode d'Azurément Sport. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous et ça va bien, ça va très bien, merci. Donc Lina, tu es joueuse professionnelle à l'OGC Nice, tu es fraîchement arrivée. Parle-nous un petit peu de ce transfert qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Effectivement, le transfert date de moins de 2 semaines. J'étais à l'AS Monaco pendant 1 an et demi, donc là jusqu'à fin décembre. Et là, je viens tout juste de m'engager avec l'OGC Nice, qui évolue en D2, donc en seconde ligue, donc un niveau au-dessus de Monaco. On va revenir un peu sur tous les aspects de ta carrière, aussi bien sportif, en parlant de la sélection, de ton parcours, et aussi un peu plus familial. Mais d'abord, je voudrais remonter un petit peu le temps. C'est quoi ton premier souvenir lié au foot ? Mon premier souvenir lié au foot ? J'en ai énormément, mais c'est vrai qu'il y en a un particulier, c'est la montée en D2 que je fais avec l'équipe de Tremblay. Je devais être âgé de 16-17 ans et on accède à la D2, donc c'est vrai que ça a été un très très beau souvenir. Et si on prend un petit peu ta famille, ton frère joue aussi au foot, quelle place occupait le foot quand tu étais petite dans la famille ? Ça ressemble à quoi ? Oui, c'est vrai que mon petit frère Amine, il joue au foot. Le football en soi dans la famille, il est super présent parce que tout le monde est passionné. Ça part de mon papa, de ma maman, à mes grandes sœurs aussi. Et du coup, on se le transmet des plus grands aux plus petits. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'Amine, aujourd'hui, est actuellement en Ligue 2, par exemple. Donc c'est ton petit frère, c'est ça ? C'est mon petit frère de 9 ans. Alors, est-ce que je me trompe pas, il joue avec Amiens ? Amiens, exactement. Okay. Amiens, il joue latéral droit et il est actuellement en Ligue 2. Là, il est titulaire depuis le début de la saison au poste de latéral en Ligue 2. Comment ça se passe entre vous, la relation justement, vous parlez beaucoup de foot ou justement vous décrochez quand vous vous voyez comment ça marche ? Non, on parle énormément de foot parce que Amine, c'est vrai qu'il a 9 ans de moins que moi et on va dire que depuis tout petit, depuis qu'il est tout petit, je l'accompagne et j'essaye de le conseiller du mieux que je peux. Voilà, c'est une fierté pour moi de pouvoir en tout cas l'accompagner et le faire devenir meilleur chaque jour. J'essaie de le conseiller, de l'accompagner et bien sûr on parle de football. Pour revenir un petit peu sur vous, votre personne, est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit de votre famille ou professionnellement parlant, qui a été déterminant dans votre carrière ? Quelqu'un qui a été déterminant... Ça peut être non. Non, bien sûr, je dirais ma maman. Pourquoi ? Ma maman parce que même mes parents en général, mais ma maman parce que
Bah, elle m'a toujours poussée. Elle m'a toujours poussée, elle m'a toujours soutenue. Mon papa aussi d'ailleurs. Mais mes parents m'ont toujours donné cette chance de pouvoir être dans les meilleures conditions pour faire ce que j'aime, le foot. Ils ont aussi accepté parce qu'au départ, c'était un peu compliqué. J'ai commencé avec les garçons, donc ils étaient inquiets. Leur petite fille à 8 ans qui joue avec des garçons, qui doit s'imposer, qui doit se faire respecter, qui doit s'affirmer aussi. Ça n'a pas été simple, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, ils me soutiennent et ils ont été toujours là, que ce soit quand ça allait pas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de périodes compliquées et ils m'ont soutenu. Pour toi, qu'est-ce que ça représente de jouer à la fois dans un club français Nice et d'avoir aussi fait la sélection en Algérie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté parce que voilà, j'ai grandi ici en France et c'est vrai que le football féminin français il se développe de plus en plus. J'ai commencé à 8 ans, j'en ai 28, je vais avoir 29 bientôt, donc ça fait 20 ans que je joue au foot en France et même si bien sûr j'ai connu d'autres championnats dans d'autres pays différents, je pense que le football français cesse de progresser. C'est vraiment plaisant de jouer ici et voilà, représenter l'Algérie en équipe nationale, c'est une fierté. Pour moi, pour ma famille et surtout pour mon papa aussi. On va revenir un petit peu sur les périodes plus compliquées de ta carrière. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi jusqu'à aujourd'hui dans le football? Le plus difficile, je pense que c'est le moment où je me blesse. Donc je me fais opérer des croisés, ménisques. Ça a été une période très très compliquée. C'est la période la plus compliquée jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Comment tu gères ce retour de blessure? T'as l'attente, t'as peur de ne pas revenir à ton niveau, etc. Comment ça se gère? Moi j'étais pleine de motivation, ça veut dire que j'ai essayé d'être régulière, bien sûr d'être forte. En fait c'est vraiment un processus qu'on doit suivre plus ou moins à la lettre. Et je pense que c'est un combat mental avant que ça soit physique. En fait moi ça a été compliqué parce que je pense que j'ai essayé d'être vraiment régulière et j'ai eu beaucoup de complications qui ont fait qu'à chaque fois ça a ralenti ma reprise. Comment tu as fait mentalement pour pas décrocher? Est-ce que c'est passé peut-être par le soutien de ta famille ou je sais pas, est-ce que vous avez peut-être des coachs mentaux avec les clubs? Comment tu fais pour rester dedans en fait? En fait à ce moment-là, pourquoi c'est difficile? Parce que je pense que aussi je joue en D1. Donc depuis 6 mois je joue en D1, donc je viens d'accéder au meilleur niveau français. Et je suis titulaire. Je finis mes 6 mois à fin de saison, je pars en sélection et quand je reviens, voilà, il y a cet accident-là. Donc c'est vrai que ça a été un traumatisme, on va dire que j'étais peinée. Et après, comment faire? En fait, c'est un combat entre moi et moi, en vrai, je dirais. C'est que, bien sûr, que c'est là où j'ai parlé de ma maman, j'ai parlé de mon papa, j'ai parlé de mes grandes sœurs, de mon petit frère, de mon entourage qui va être énormément présent. Et malheureusement, heureusement, en fait, on voit que la vie, elle continue pour tout le monde. Et en fait, moi, ma vie, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée plus ou moins dans le sens où ce qui m'anime le plus et mon quotidien se stoppait. Après, bien sûr qu'il a repris différemment parce que c'était un autre travail. C'était vraiment que de la rééducation. On ne marche plus, on réapprend à marcher, on réapprend à courir, on réapprend à connaître son corps. On apprend aussi à jouer avec la douleur parce que voilà, aujourd'hui, j'ai encore des douleurs. Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour gérer ça? Je sais pas, est-ce que tu fais plus de kiné? Est-ce qu'il y a bien sûr. Comment ça s'organise? Il y a un réel travail. Des blessures comme ça c'est pas temporaire. En fait, pour moi, ça reste à vie dans le sens où il y a du renforcement à faire régulièrement. Par exemple, je fais toujours du renforcement musculaire, ischio-quadri parce que c'est obligatoire, on doit sans cesse se renforcer. Proprioception, se renforcer, en fait, il faut être beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Plus on est fort, moins on se blesse. Et c'est vrai que c'est des choses de base. En fait, il ne faut pas attendre de se blesser. C'est une attitude, entre guillemets, à avoir pour un sportif de haut niveau. On va revenir un peu sur le foot féminin en plus global. Est-ce que tu as déjà ressenti des injustices ou des obstacles au fait de jouer dans le foot féminin, peut-être quand tu étais plus jeune, que tu jouais avec les garçons ou quoi? Ah oui, oui. Ça a été. Je pense déjà que c'est le combat d'une vie. Mais par rapport au fait que j'ai dû m'imposer, j'ai dû me faire respecter. D'ailleurs, ça m'a forgé un caractère et une personnalité parce qu'on doit s'imposer. Voilà, moi j'ai grandi dans le 93.
en banlieue où il y avait beaucoup de préjugés. Ah, une fille, ça joue pas au foot. Mais après, il y a beaucoup de jeunes garçons qui étaient jeunes maintenant, qui sont très grands maintenant. Maintenant, c'est devenu des hommes, mais qui m'ont toujours soutenu en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai réussi, en fait, il fallait juste que je prouve 2 fois plus sur le terrain. Ça veut dire en fait, ah, mais elle sait pas jouer. Bah, quand j'arrivais dans les tournois, ah, mais en fait, elle joue bien et tout, ah, mais c'est une fille. En fait, il fallait juste montrer que, bah, en fait, oui, je suis une fille, mais oui, je sais jouer. C'est comme ça que tu as fait ta place dans le foot, c'est par ton jeu au final? Par mon jeu et je pense aussi par un certain caractère, mais ça passe d'abord par le football. Je pense que les actes valent plus que les paroles. Ça veut dire que si on prouve sur le terrain, si je prouvais sur le terrain, c'était beaucoup plus simple. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même que tu penses que tu n'aurais jamais appris en dehors du foot? Qu'est-ce que vraiment le foot t'a apporté de plus grand aujourd'hui? Je pense que le foot, ça m'a appris que... ça m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, que même quand on pense qu'on a des limites, je pense qu'on n'en a pas réellement, en fait. Il faut toujours aller au bout et il faut toujours y croire. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'ai eu ma blessure ou quand j'ai eu des échecs, par exemple, que je devais signer dans ce club et au final, je ne signais pas, il y a eu beaucoup de déceptions. Il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, toujours travailler parce qu'au final, quand on croit fort en ses rêves et on fait le maximum, bah, les rêves, ils se réalisent au final. Si tu avais un message pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent et qui ont envie de faire du football leur vie, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui avec ton recul sur le milieu du football français, féminin, et ton niveau? Moi, je leur dirais de foncer parce que c'est des moments qui sont incroyables, c'est exceptionnel. Après, il faut bien évidemment trouver un équilibre, mais il faut croire en ses rêves et surtout les réaliser. C'est ça le plus important. Et merci de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est très gentil. Merci à vous, merci pour ce que vous faites. C'est important pour pouvoir développer à fond le sport et le football. C'est vraiment important. Cap sur les parquets avec l'actualité de la Roca Team. Three Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Monaco espérait se relancer après 2 défaites consécutives en Euroleague, mais les Monégasques ont une nouvelle fois trébuché face au Virtus Bologne au terme d'un match qui s'est joué dans les dernières secondes. Une rencontre qui laisse beaucoup de regrets aux Monégasques, Matteo Sousa. Monaco rechute et cette fois-ci, ça fait très mal. La Roca Team s'incline une nouvelle fois en Euroleague, battue 82-84 par le Virtus Bologne au bout du suspense. 3e défaite consécutive pour les hommes de Vassilis Spanoulis et une dynamique clairement négative qui commence à inquiéter. Et pourtant, Monaco avait parfaitement lancé son match. Oui, le début de match est clairement à l'avantage des Monégasques. Dans une ambiance des grands soirs européens à Gaston-Médecin, la Roca Team démarre avec intensité, défense agressive, jeu collectif, agressivité offensive. Monaco impose son rythme et prend rapidement les commandes, 13-7 après 5 minutes de jeu. Les fautes provoquées permettent d'inscrire des points faciles et Monaco semble en contrôle. Mais le Virtus Bologne s'accroche. Les Italiens trouvent des solutions derrière l'arc et recollent en fin de premier quart. C'est alors que Mike James prend feu. Le meneur américain est partout, 10 points dans le premier quart-temps, du spectacle et de l'efficacité pour permettre à Monaco de conclure le premier acte 30-22. Dans le deuxième quart, Monaco monte jusqu'à plus 10 mais relâche son effort. Bologne ne panique pas et revient à hauteur porté par un Alston Junior en état de grâce. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais c'est finalement Alpha Diallo qui apporte son énergie et Monaco regagne les vestiaires avec 7 points d'avance, 51-44. À ce moment-là, Monaco est devant et semble avoir les clés. Les clés, ils les ont pas eu longtemps parce que tout s'effondre dans le dernier quart-temps, Matteo. Le dernier quart-temps est un véritable cauchemar. Monaco perd totalement le fil, plus d'adresse, plus de mouvement, un énorme trou noir offensif, un seul point inscrit en 5 minutes. Bologne en profite et inflige un terrible 15-1 aux Monégasques. Les Italiens prennent alors jusqu'à 11 points d'avance et le match semble alors échapper à la Roca Team. Mais Monaco a du caractère, Strazel sonne la révolte, Mike James retrouve la mire, Okubo enchaîne avec un superbe tir, les hommes de Vassilis Spanoulis recollent, puis passent même devant à 17 secondes de la fin sur un énorme 3 points de Mike James. La salle explose. Mais la dernière possession est italienne. Luca Vildosa inscrit le tir assassin à 4 secondes du terme. Elio Kobo a le dernier shoot, sans réussite. Score final 82-84, Monaco s'incline encore, 3e défaite consécutive en Euroleague pour la Roca Team.
Et la Roca Team fait également parler en dehors des parquets. Le club connaît depuis fin janvier une crise financière aiguë qui dépasse le simple retard de salaire. Selon plusieurs enquêtes, des joueurs n'ont toujours pas perçu intégralement leur salaire de novembre 2025 et les salaires de décembre ne sont toujours pas versés. Dans certains cas, des versements ont dû transiter par des comptes externes plutôt que le compte officiel du club, ce qui illustre l'ampleur des difficultés de trésorerie, Mathéo. Cette situation budgétaire fragile a aussi des répercussions au-delà de l'effectif. Plusieurs banques monégasques auraient refusé de continuer à gérer les comptes du club en raison d'une trésorerie tendue et d'incertitudes financières persistantes. Face à ce contexte, la principauté de Monaco envisage d'intervenir pour éviter une cessation de paiement imminente. Le gouvernement monégasque se prépare même à reprendre la direction du club pour régler les salaires en retard, les commissions d'agents et d'autres dettes accumulées et assurer la survie de l'équipe. Et cette crise, elle trouve ses racines dans plusieurs facteurs. La masse salariale très importante du club, parmi les plus élevées du championnat, Mathéo. Et oui, difficile à soutenir si les recettes ne compensent pas les dépenses. Et la trésorerie du club est affectée par des restrictions financières et géopolitiques touchant l'actionnaire principal, Alexei Vedorichev. Jeudi 5 février, la DNCCG, l'organe de contrôle financier de la LNB, doit d'ailleurs recevoir le gouvernement monégasque pour valider ce plan de reprise en main, une étape décisive pour sortir le club de l'ornière. Affaire à suivre. En attendant, la Roca Team retrouvera les parquets dès ce soir à Kaunas sous moins 20 degrés. Décollage vers le volleyball avec l'actu du NVB. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Un exploit en majuscule pour le Nice Volley lors de la 18e journée de la Marmara Spike League. Les Bleus et Jaunes recevaient Poitiers, second du championnat. Un choc des extrêmes sur le papier qui a tourné à la démonstration de force. Les Eagles ont littéralement survolé la rencontre. Lisa Fernandez-Martins. Absolument, et pourtant l'air de la Côte d'Azur ne s'annonçait pas si doux pour Nice. Face à eux, l'Alterna Stade Poitevin arrivait en grand favori, solidement accroché à sa 4e place. Dans une salle en fusion, la logique du classement a volé en éclats. Dès l'entame, les Niçois ont étouffé leur adversaire. À 8-3, le coach de Poitiers tente de stopper l'hémorragie avec un temps mort, mais le mal est fait. Porté par un David Dulski stratosphérique, accrochez-vous 86% de réussite à l'attaque, Nice boucle le premier set 25-18. On a senti une réaction de Poitiers dans le deuxième set et ils ont failli recoller au score, Lisa. Oui, les Poitevins ont montré les dents. Grâce au service de Simon Magnin, Poitiers revient à 15-13, mais c'est là que le public est entré en jeu. Les tambours ont fait trembler les murs à tel point que le coach niçois n'arrivait même plus à donner ses consignes. Résultat, Nice s'envole et plie la manche 25-16. Le troisième set a été celui du désespoir pour Poitiers. Malgré un sursaut d'efficacité, ils se sont heurtés au mur Loanac Miniem. Le central a été auteur de 4 monster blocks décisifs. Sous pression, l'Alterna finit par craquer avec trop de fautes directes. C'est finalement sur une feinte pleine de malice de Shai Lieberman, élu MVP du match, que Nice conclut l'affaire à 25-22. Score final 3-7-0. Une victoire nette qui conforte leur 6e place et les mène sur l'autoroute des playoffs. Et justement, le réceptionneur attaquant Shai Lieberman a confié son ressenti après cette rencontre au micro de Niels Atman. Je suis très heureux. On a eu une bonne semaine d'entraînement. On évolue dans notre niveau de jeu et je pense que la façon dont on a joué montre le travail qu'on fournit au quotidien. Je pense qu'on doit continuer à prendre plaisir, à jouer et travailler dur. Et le Nice Volleyball n'en a pas fini d'affronter les géants. Ce soir, à 20h, ils devront livrer une grosse performance pour espérer prendre des points à l'extérieur face à Montpellier, les 3e du classement de Marmara Spike League. Question de timing oblige, pas de quiz ce soir. Je vais me contenter de tous vous remercier pour votre présence. De toute manière, je me doute que vous êtes tous incollables sur l'actualité sportive de nos clubs. Merci à Thomas Chastan en régie, bonne soirée et à bientôt sur EDJFM.